J'ai la chance de m'adonner 4 ou 5 jours par semaine à la céramique. C'est un savoir-faire que j'ai hérité de mon oncle Mickey, Max van der Linden. Voilà Max qui a probablement 40 ans, et moi-même dans ses bras qui est 1 an et demi. Voilà, je suis là, lui beaucoup plus petit à droite, et nous avions dû faire une céramique qui a été offerte à la reine Fabiola. L'ambiance était parfaite, travailler avec Max, c'est un privilège que peu de personnes ont eu. C'est quelque chose de magique. Nous avons passé des moments extraordinaires, avec parfois des échanges orageux, mais surtout une relation d'amitié qui est venue se superposer à cette relation d'oncle à neveu. C'est le moment un peu intimidant. J'ai devant moi la photo du centre de notre baie. C'est un sujet très horizontal, évidemment, ça couvre plusieurs bâtiments. Donc la céramique sera très longue et pas très haute. Il faudra donc que je réserve un grand espace à la prairie qui fait l'avant-plan. Il y aura donc beaucoup de verre. C'est un moment agréable parce qu'on voit le sujet sortir du néant. Ici, il ne sort pas tout à fait du néant vu que je me sers d'une photo. Mais en quelques heures ou en quelques journées, ça va prendre la tournure que j'espère atteindre. C'est une terre glaise qui est très facile à travailler. La céramique définitive, elle sera constituée d'une autre terre, qui elle ne se travaille pas aussi aisément puisqu'elle contient des petits grains de chamotte. La chamotte est là pour faciliter le séchage et stabiliser l'ensemble au moment de la cuisson. D'où la nécessité de passer par un moule. Ce que je fais ici d'ailleurs contient un nombre incalculable de bulles d'air qui au moment de la cuisson s'empresseraient d'éclater. Donc ceci ne peut pas être cuit, ceci servira juste à la fabrication du moule. Le modelage est l'étape qui prend le plus de temps, évidemment, puisque c'est le moment d'y mettre un maximum de détails. Et plus le modelage préparatoire sera correct, plus le moule sera réussi. Je ne suis pas tellement habitué à copier des endroits existants. Je préfère imaginer des paysages ou des architectures. Mais si à notre baie, ça a de l'importance, c'est un petit bout de village très équilibré. C'est à la fois le centre, mais ce n'est pas le centre non plus. Et puis c'est une vue que connaissent tous les habitants de notre baie. Et puis chaque bâtiment a son importance. Il y a l'agriculture, il y a cette église où la plupart des personnes ici ont été baptisées ou ont vécu un événement important de leur vie. À côté, il y a le presbytère. Et légèrement caché derrière les arbres, nous avons une grosse maison bourgeoise. Voilà, toutes les fonctions sociales sont réunies en un plan. Alors, comme nous sommes là depuis un certain nombre de générations, Max, évidemment, a connu les mêmes émotions que les miennes, si pas plus, vu qu'à un moment, il a voulu se faire prêtre. Mais c'est peut-être là qu'il a eu ses premiers contacts avec le sacré et qu'il a développé le mysticisme qu'on retrouve dans certaines de ses œuvres. Maintenant que les bâtiments sont terminés, j'ai une grande surface verte qui est constituée de la prairie qui est à l'avant-plan, que je dois un peu animer, sinon ce sera très monotone. Mais dans ces dernières années, Max, qui avait dépassé 75 ans, ne faisait plus grand-chose de physique lui-même. Donc lui faisait les petites opérations les plus délicates. Et moi, je m'occupais des tâches un peu plus grossières. C'est le principe du compagnonnage. Donc on commence par les petits boulots. Petit à petit, on vous fait confiance et on vous confie des opérations plus délicates. Je me prépare à couler du plâtre sur la céramique, enfin sur l'ébauche. Pour ça, je fabrique une espèce de baignoire avec les moyens du bord, avec une contrainte, c'est que ça doit être totalement étanche, sinon le plâtre s'échappe.
À ce niveau-ci, la technique est tout à fait la même que ce qui se passait il y a 25 ans. Je crois même que c'est une technique qui a plusieurs siècles, excepté le film plastique que j'utilise pour que la céramique se décolle. Sinon, tout le reste n'a pas dû changer depuis bien longtemps. Je crois que c'est bon. Touchons du bois. Mon oncle est décédé assez inopinément. C'est un moment où je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine d'arrêter ou de continuer? Et voilà, je me suis retrouvé avec des céramiques à achever. Il y a une céramique qui m'a beaucoup touché à cette époque-là, qu'il avait commencé. Ça représentait un petit enfant devant une chapelle, toute humide et toute prête à être retouchée. Et voilà, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû continuer du jour au lendemain à achever ça pour qu'elle ne se perde pas. Donc il y a une œuvre qui est commencée par lui et qui est finie par son serviteur. Et voilà, le pied était à l'étrier. Et j'ai continué. Voilà, après 3/4 d'heure, il est parfaitement dur. Voilà, ça c'est le moule terminé qui est prêt à l'emploi. Je vais procéder à l'estampage, c'est-à-dire que je vais le remplir de terre pour former une masse compacte. Et directement après, je sortirai cette terre du moule et elle sera prête à être retravaillée. Et c'est vrai qu'à l'extrême fin, de temps en temps, je corrigeais ces œuvres en cachette parce que ça manquait parfois d'adresse. Alors je faisais ça avec beaucoup de tendresse et de discrétion, essayant de ne pas être vu. Un jour, il est tombé sur moi alors que je refaisais une de ses pièces. Et finalement, ça s'est soldé par un bon fou rire. Voilà, nous allons procéder à l'accouchement d'une céramique. Avant ça, il faut utiliser un petit bloc de terre comme comme ventouse, et tirer délicatement ce qui veut bien venir. Voilà, alors ici, il y a un risque. Il ne faut pas que ça tombe, et il ne faut pas que le moule écrase la pièce une fois qu'elle est sortie de son encoche. Voilà. Victoire. C'est parfait. Oui, c'est intéressé au même bout du village qu'il a intégré dans une œuvre beaucoup plus grande. Mais enfin, on reconnaît les mêmes bâtiments disposés un peu autrement, d'une manière un peu plus naïve, mais pleine de force. C'est ce qui le différencie de moi, ou l'inverse. C'est que lui est peut-être moins précis dans ses réalisations, mais il en tire une grande force d'expression. Voilà, ici les retouches sont terminées. Mais il est bien évident qu'une pièce aussi grande ne peut pas rentrer totalement dans un four, alors il faut la découper. Une masse aussi épaisse mettrait beaucoup de temps à sécher et elle risquerait de se déformer. Alors il faut creuser quelques rigoles par derrière. Ces petites entailles, c'est pour empêcher que ça gondole à la cuisson. Et alors on fait un maximum de petites cheminées d'aération pour accélérer le séchage. Donc comme ici on a un peu de place, ça m'arrive parfois de faire un petit personnage et de le cacher à l'intérieur. Voilà, c'est le secret de la céramique. Voilà, ce qu'il faut bien qu'il y ait quand même un génie quelque part. À défaut du céramiste, on en fait un petit.
céramique a mis quelques jours à sécher. Elle n'est pas encore cuite, elle est fragile comme du verre. Et actuellement, je suis occupé à appliquer de l'engobe. L'engobe, c'est de la terre que j'ai liquéfiée. J'en ai de la rouge, de la noire et de la brune. Et ça permet, par transparence, de légèrement modifier la couleur des émaux. Les toits, par contre, lorsqu'ils sont noirs, nécessitent l'application d'engobe noire. Ensuite, je mettrai de l'émail noir et ça donnera une profondeur supplémentaire. C'est le moment de mettre la céramique au four. Il cuit à 1050 degrés. Dès que la température est atteinte, le four s'arrête. Et il faut au moins le double du temps pour que la température descende. Donc, je dois avoir beaucoup de patience. Je dois attendre 48 heures pour pouvoir rentrer dans le four et voir si la céramique n'a pas explosé. Ça fait partie des risques. 1050 degrés. La première cuisson a réussi. J'obtiens alors une céramique qui s'appelle le biscuit. Maintenant, il s'agit de la mettre en couleur. Pour ça, j'ai des émaux. Un émail, ça ressemble à de la cocaïne. Ce sont des sacs d'1 kilo. J'ai aussi un colorant. Ici, j'ai fabriqué du verre. Donc, c'est un mélange de jaune et d'oxyde de chrome. Alors, je l'humidifie de manière à ce qu'il ait la consistance de la crème fraîche. Ensuite, je peux l'appliquer au pinceau sur la céramique. Donc, ce n'est pas le même geste que celui du peintre qui brosse une surface. Ici, je dois déposer. Ici, je m'attaque à un toit. Avant la première cuisson, j'avais déjà appliqué une couche d'engobe pour avoir le fond noir. Et maintenant, j'applique une espèce de gris ardoise qui est un mélange de toutes sortes d'émaux récupérés. Il me reste enfin à terminer cette vache qui fait l'avant-plan de la scène. J'applique une légère couche d'émail blanc à travers lequel apparaîtront ces taches noires qui résultent de la première cuisson. Les pièces sont cuites pour la seconde fois. Apparemment, l'émaillage est réussi, les couleurs ne sont pas trop mauvaises. Il me reste à les assembler par collage sur la planche que j'ai préparée à cet effet. C'est maintenant que la pièce va trouver toute sa cohérence et qu'on verra si oui ou non, dans l'ensemble, elle vaut la peine. Voilà, je suis occupé à préparer la disparition de ce petit personnage que j'avais complètement oublié, mais que je m'étais amusé à placer au revers de la céramique. Voilà, son destin scellé. Le plus dur, c'est de trouver un titre à une œuvre, mais ici, c'est très facile. Comme ça représente un lieu existant, nous allons baptiser ça Nos deux baies. D'accord, je travaille 5 secondes et puis je dis voilà, ok? Voilà. Je recommence? Non.